OK. Bienvenue à la toute première fête des semences à l'échelle provinciale. Welcome to the first ever province-wide Seedy Saturday event. Mon nom est Maina et je suis le coordinateur de projet et du programme des mentors communautaires en alimentation avec Aliments pour tous NB. Aliments pour tous NB est un réseau provincial bilingue ayant comme vision un Nouveau-Brunswick interrelié, bien informé et engagé envers la sécurité alimentaire pour tous. Nous soutenons les mouvements alimentaires au Nouveau-Brunswick en partageant de l'information et des ressources, en établissant des liens avec des champions et acteurs en matière d'alimentation et en offrant des espaces pour des conversations sur des questions alimentaires. Cette session a pris place pour la première fois en février 2021 durant notre toute première fête des semences et nous la réenregistrons maintenant pour la rendre accessible au grand public. Donc, retroussez vos manches avec Eva Réac de la ferme Alva pour planifier votre jardin de 2021. La session d'aujourd'hui sera pleine de trucs et de conseils pour planifier votre jardin familial. Eva a étudié comme technicienne agricole à l'Université de Guelph. Elle est actionnaire de la ferme Alva Farm, une ferme biologique à petite échelle d'agriculture soutenue par la communauté, ASC, située à Saint-Maurice, NB. Eva, avec son conjoint et 3 enfants, cultive la terre depuis 2010 et fournit des légumes à plus de 100 familles grâce à leur programme ASC et au marché des fermiers. Elle cultive sur un peu plus de 2 acres, y compris 3 serres utilisées pour les cultures du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Sans plus tarder, je passe la parole à Eva Réac de la ferme Alva. Parfait. Merci pour la belle introduction, puis bienvenue à ma session. Juste pour vous laisser savoir, comme elle a mentionné, nous autres, on cultive sur à peu près environ 2 acres. Donc, c'est sûr que mes connaissances, c'est plus sur une grande superficie, mais j'espère que je vais donner assez de petits trucs pour vous aider pour faire et commencer vos petits jardins. Je dois aussi dire qu'avant de commencer, ça me rend toujours chaud au cœur quand le monde parle de commencer des jardins, de travailler dans le sol. Moi, je trouve ça, c'est incroyable, puis j'encourage ça grandement. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux de travailler le sol, d'avoir les mains dans la terre. Je trouve ça très thérapeutique. Et donc, sur ce, bienvenue à Préparation de jardin 2021. Pour commencer, il faut tout le temps se poser qu'est-ce qu'on veut comme faire pousser cette année. Sais-tu qu'on veut faire un petit jardin d'été ou est-ce qu'on veut aussi inclure des légumes d'entreposage? Donc, ceci va déterminer qu'est-ce qu'on va choisir et aussi la grandeur du jardin. Aussi, ce qu'on veut faire pousser, sais-tu un peu comme au moins la base, les carottes, tomates, concombres, ou sais-tu qu'on veut essayer une nouveauté, ou encore une fois, des fois, c'est pour avoir des bénéfices nutritifs, donc des fines herbes, des fois, ou les fleurs, des propriétés médicinales. Pour aussi, juste pour expliquer, entreposage, je ne parle pas comme tomate, comme canage. Entreposage, c'est plus si on veut des légumes de racines, donc des carottes d'entreposage, rutabaga, les choux d'hiver, des radis d'hiver, etc. Et sur ce, on va continuer ou commencer avec les premiers types de jardinage. Donc, une fois qu'on a choisi qu'est-ce qu'on veut semer, c'est choisir quel type de jardin et tout ça dépend de l'espace qu'on a. Donc, il y a aussi, excusez-moi, j'ai oublié de parler aussi qu'il faut déterminer quel lieu. Donc, ça vient aussi avec quel type de jardin, mais pour le lieu, c'est si on veut que ça soit partiellement, si on est capable, mais partiellement ou complètement ensoleillé. Pratiquement la plupart des légumes, ils veulent comme du soleil complet, puis je suggère ça. Mais des fois, il y en a comme la laitue, l'épinard, puis certaines fleurs et fines herbes qui peuvent être partiellement, donc ensoleillées. Donc, ceci peut aussi aider. Puis aussi, il y a la direction, mais ceci, je vais revenir, c'est plus par rapport avec les serres. Donc, sur ce, il y a le premier type de jardinage je vais parler, c'est le jardinage pied carré ou en boîte. Ceci, c'est idéal pour si vous n'avez pas beaucoup d'espace, comme pas une grande arrière-cour, ou si vous habitez dans un appartement.
L'autre avantage aussi, c'est que l'espace, elle est toute utilisée. Je reçois des questions comme ça souvent au début de la saison quand le monde achète des plantures. Ils me disent, j'ai ça comme boîte. Donc, combien est-ce que je peux mettre de légumes? Comment est l'espace? Ben, si vous regardez pour le jardinage pied carré, ça va montrer comme la deuxième photo. Vous pouvez voir que c'est tout divisé exactement pareil. Puis ceci, ça peut indiquer dans le même espace, c'est soit une tomate, 4 bêta-cardes ou les 16 carottes. Donc, vraiment, ton espace est bien utilisé. Donc, ça, c'est un très bon avantage. Il y a aussi le fait que parce que c'est surélevé, ben, on se penche moins. Donc, c'est sûr aussi, nous autres, on a 2 arbres, donc on va beaucoup se pencher, mais des fois, c'est juste le fun, vite désherber, puis ça endommage moins les genoux. Le désavantage, c'est sûr que c'est le coût initial parce qu'il faut acheter tout le bois et aussi beaucoup de terreau pour le remplir. Mais une fois que c'est là, c'est beau puis c'est utile. Le deuxième type, il y a le jardinage en planche. Puis ceci, c'est ce que nous, on utilise. Donc, ceci, ça requiert un peu plus d'espace parce que les planches deviennent plus longues. Nous autres, c'est des planches, comme vous pouvez voir ici, le petit bonhomme, c'est des planches de 100 pieds de long, puis c'est 100 pieds par 30 pouces. Donc, ceci aussi maximise. Donc, au lieu de faire le typique jardin en planche comme de maison, qui est une rangée de légumes habituellement, après ça, tu as ta passerelle, une autre rangée, ben, nous autres, on met dans 30 pouces, on va mettre 5 rangées de carottes, 2 rangées de rutabaga. Ça maximise l'espace pour comment les racines, comme qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis aussi parce qu'on fait, c'est comme des petites buttes, c'est pas autant comme les boîtes, mais c'est quand même un peu surélevé, donc ça draine bien. Puis aussi, je trouve, parce que c'est un petit peu plus surélevé, ben, ça réchauffe aussi le sol. Donc, ceci, ça permet vraiment à maximiser l'espace puis à donner le plus au semis, donc la chaleur, le bon drainage, mais en même temps, ça dépend du type de sol, mais ça retient aussi bien l'eau. Et là, je divise un peu, mais en tout cas, ça, pour des avantages, c'est qu'on a besoin de plus d'espace. Donc, c'est sûr, je ne suggère pas pour à la maison de faire des 100 pieds de long. Ça va prendre beaucoup de temps à désherber, puis ça peut décourager parfois. Donc, je suggère tout le temps 20 à 30 pieds, c'est une bonne longueur. Et comme je te dis, c'est 30 pouces avec à peu près 1,5 pied comme passerelle, c'est assez d'espace. Puis comme ça, encore une fois, c'est le maximiser. Et ceci aussi, j'ai oublié de mentionner ce type de jardinage. Quand je faisais cette préparation, j'ai fait un peu de recherche, puis ce style-là, c'est le jardinier maraîcher, puis c'est un jardinage intensif, puis il a été trouvé ou découvert, c'était 1890, dans une petite passerelle à l'extérieur de Paris. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, puis ça, c'est les modèles, si jamais vous cherchez plus, c'est Elliott Coleman, ou Jean-Martin Fortier. Donc, nous autres, on se base avec eux autres. Et je veux dire, c'est sûr, comme je dis, nous autres, c'est sur 2 heures, mais c'est une très bonne pratique. Coût initial et aussi inconvénient, mais non, excuse-moi, ça c'est le jardinage en carré. Pour le jardinage en planche, c'est aussi les outils. Donc, oui, il faut en acheter un peu plus, mais en même temps, ça va aider les outils que je vais mentionner plus loin aussi, au lieu d'être tout le temps penché. Des fois, ben, c'est bon de demander à un voisin peut-être de préparer le sol d'avance, puis après ça, avoir un petit tiller, pour travailler le sol éventuellement. Et maintenant, on continue. Je me perds un peu, je parle par-dessus, mais c'est correct. On va tout revenir puis tout voir. Donc, après ça, on peut continuer. C'est les tunnels et les serres. Donc, nous autres, on appartient à 4 serres. Il y en a une que c'est notre pépinière. On peut la voir, c'est la première photo. Donc, celle-ci, c'est notre serre qui est la seule qui est chauffée. Et on commence nos semis là-dedans et éventuellement, on entrepose nos courges puis nos oignons pour bien les sécher pour, après ça, les entreposer pour l'hiver.
comme je parlais de la direction, c'est ici que ça vaut la peine de placer la serre comme que vous voulez. Donc, si vous la placez de sud à nord, c'est mieux pour les plantes d'été. Si on veut juste faire les tomates concombres dans la serre, puis ça va être mieux de faire sud à nord parce que comme ça, quand le soleil passe par-dessus, toute la serre l'été pogne le soleil. Tandis si on veut faire l'extension de saison, c'est mieux de le mettre est à ouest. Comme ça, le soleil d'hiver réchauffe plus la serre uniformément. Donc, nous autres, on les a toutes placées à est à ouest parce qu'on bénéficie de l'extension. Dans la deuxième serre, ça, c'est un exemple qu'en arrière de moi, on peut voir les tomates. Puis ça, c'était comme pendant la saison d'été. Et ici, on est en train de désherber des carottes d'automne avec les courgettes qu'on a aussi placées plus tard. Donc, les courgettes ici, ils vont commencer à produire des fruits, tandis que les courgettes dehors, ils finissent. Donc, comme ça, on a plus de petites courgettes rendues même au mois de septembre. La troisième serre ici en bas, c'est notre toute nouvelle serre qu'on vient de bâtir cet été. Puis là-dedans, on va mettre nos prochaines tomates cette année parce que la terre est toute nouvelle, donc on va donner le best, le meilleur à nos gourmands. Nos serres aussi, c'est ça, comme la direction, ça vaut quelque chose, mais habituellement, les serres typiquement comme pas de jardinier maraîcher, mais pour ceux à la maison, j'envisage 24 par 12, une grandeur. Donc, ça vaut moins comme pas dire la peine, mais c'est moins urgent. Mais nous autres, on a fait tout ça, mais nos serres, ils sont de 60, 100 et 150 pieds de long. Donc, ça commence à faire une plus grande différence. Mais c'est tout le temps fun à savoir. Aussi, la différence entre les serres et les tunnels, c'est que les serres, c'est une structure permanente. Il faut changer le plastique à chaque 5 à 7 ans. Puis, comme vous pouvez voir ici, en anglais, désolé, je le connais en anglais, c'est les roll-ups. Donc, on roule les côtés et comme ça, l'air peut circuler aussi. S'il fait au-dessus de 10 degrés pendant les soirs, l'été, on laisse tout ouvert. Comme ça peut bien circuler puis il y a moins de maladies aussi. Tandis que les tunnels, nous autres, on n'en a pas parce que aussi, de un, il faut enlever le plastique à l'automne puis le remettre tout le temps au printemps. Tu peux bouger les tunnels, mais ce n'est pas des structures permanentes. Donc, quand il y a des gros vents, ça peut aussi affecter. Par contre, à nouveau, si vous faites quelque chose de plus petit, c'est pas si... Ça peut fonctionner, si je peux dire comme ça. Les serres sont plus dispendieux aussi. Donc, c'est des choses à considérer. Ensuite, on continue Ici, je vais juste faire un petit survol. Nous autres, parce que sur 2 heures, c'est plus difficile à se concentrer à faire des pratiques comme ceci. Mais il y a la façon lasagne ou hugelkultur. La différence entre les deux que j'ai pu remarquer, c'est que lasagne, c'est avec des papiers journal puis du carton. Mais le hugelkultur, il y a des bûches aussi là-dedans. Puis, par ma connaissance, c'est un peu comme tu crées une genre de micro-environnement. Donc, comme dans la lasagne, il y aurait peut-être plus d'insectes que si c'est juste dans le champ, parce qu'après ça, il y a toutes les couches. Avec le hugelkultur, il y aurait peut-être même des souris ou quelque chose comme ça. Tu crées vraiment un micro-organisme ou environnement pour bien travailler ensemble. Mais c'est tout ce que je vais dire parce que je ne veux pas donner de la fausse information, mais j'ai trouvé ça intéressant et je voulais partager, juste laisser savoir que ça existe aussi. Donc, le prochain après ça, si jamais aussi je vais mentionner, si vous n'avez pas de place chez vous, il y a toujours les jardins communautaires. L'avantage avec ceci, c'est que vous avez de la place, puis c'est là pour être utilisé. Puis l'inconvénient, par contre, c'est sûr que ce n'est pas chez toi. Tu ne peux pas juste aller comme le matin avant d'aller au travail arroser. Ça prend un peu plus d'effort. Mais comme je dis, si vous voulez jardiner, c'est une bonne opportunité. Puis il y en a, il faut juste les trouver. Pour continuer, une fois qu'on a choisi le type de jardin qu'on veut, puis l'espace qu'on a, on va passer à la préparation. Donc, voici nos outils qu'on utilise. Pour commencer la préparation, comme mentionné, c'est sûr si c'est en boîte,
pas besoin de gros équipements. Si vous voulez faire en planche, c'est tout le temps le fun la première fois. Utiliser un rotoculteur. Lui va comme travailler le sol, puis vraiment labourer, puis tourner le sol. Donc, on veut ça pour couper toutes les mauvaises herbes puis les racines. Donc, moi, je suggérerais ça la première année pour bien préparer. C'est sûr, on est rendu au printemps. C'est mieux de le préparer à l'automne, mais c'est comme quelqu'un a dit, le meilleur temps de l'avoir fait, c'est à l'automne. Le deuxième meilleur temps, ben, ça sera maintenant. Il ne faut pas lâcher. Ce que je suggère, c'est de ne pas continuer avec le rotoculteur. Nous autres, on l'avait avant, mais maintenant, on utilise la herse. Pour expliquer la différence, c'est que le rotoculteur, il tourne comme ça, puis il creuse environ 3 pieds creux. Donc, à chaque fois qu'il creuse, il va ramener les graines qui sont plus creuses à la surface. Donc, ça ramène les mauvaises herbes. Tandis que l'herse, c'est plus comme des doigts qui font comme ça. Donc, une fois que tu fertilises, ça fait juste quelques pouces au lieu, puis ça va juste le mélanger, puis après ça, tu peux commencer à planter. Donc, pour montrer ici, ça, c'est la machine qu'on utilise. Puis ça s'appelle le BCS. C'est un tracteur à 2 roues. Et il y a aussi une prise de force. Donc, comme tu peux voir dans ce diagramme ici, les poignées, ils peuvent changer de bord. Puis avec la prise de force, on peut rajouter toutes sortes d'attachements. Donc, nous autres, on utilise la herse et on a aussi un flail mower qui est comme une grosse tondeuse. Puis celle-là, c'est excellent quand les mauvaises herbes ou même l'engrais vert est rendu à peu près les 2-3 pieds d'eau, même 5. Ça va vraiment le couper finement. Et après quelques jours, on peut déjà aller comme travailler puis transplanter dans le sol. Tandis qu'avant, on utilisait juste une tondeuse normale, ben ça le baissait, mais ça prenait 1 semaine, des fois même 2, avant que la matière comme toute se défasse, puis on peut commencer à le travailler parce que tu ne peux pas travailler, transplanter quand il y a tellement de mauvaises herbes. Ça va être dans les chemins pour la plantule à pousser. Donc, c'est ça, nous autres, c'est sûr qu'on a le plus gros, il existe des plus petits modèles. On fait aussi nos planches à 30 pouces parce que notre herse, elle est 30 pouces de large, donc ça fait parfait pour aller-retour. L'autre outil ici, c'est la grelinette. Puis ça, c'est pour aérer le sol. Donc, avant de mettre des carottes ou des légumes de racines, on aime utiliser ça pour ouvrir puis aérer le sol. Ça, c'est les outils dont je parlais tantôt pour le désherbage. C'est des bêches et ça vient en différentes épaisseurs, I guess, largeur. Donc, puis ça vient sur un bâton. Donc, tu es debout pendant que tu désherbes, puis tu fais juste des petites pioches de même, des petits mouvements, et ça passe parfaitement entre les rangs sur ta planche. C'est pas mal tous les outils qu'on utilise. Donc, nous autres, on garde ça minimum. On ne voulait pas aller avec un gros tracteur, puis ça, ici, c'est idéal. Puis on l'avait vu, on l'utilisait dans la serre. Ici, on peut voir. Puis c'est ça. Donc, ça, c'est nos outils. Une fois qu'on a travaillé le sol, on peut commencer à fertiliser. Beaucoup d'informations. Puis pour la fertilisation, les questions qu'on doit se demander, c'est si notre plante, c'est une plante gourmande ou non gourmande. Pour les plantes gourmandes, c'est les légumes qui vont être là pour une longue durée et qui ont besoin plus de nutriments. Donc, à peu près passé 2 mois, je dirais. Ceci inclut comme les exemples tomates, concombres, brocolis, choux. Donc, on met ça. Puis les non gourmandes, c'est les légumes qui ont besoin moins de nutriments puis qui sont là un petit peu passé 1 mois. Donc, laitue, épinards. Puis moi, je ne parle pas comme c'est sûr, l'épinard, il va être prêt après 1 mois, mais on va le récolter un autre 3 semaines. Mais moi, je parle de quand il est prêt à être récolté, cette durée-là. Donc, eux autres, puis je vais revenir à la rotation, ils vont aussi en tout cas, je vais revenir à ça. Donc, il y a les plantes gourmandes et non gourmandes. Il y a aussi les fixateurs d'azote. Les fixateurs d'azote, ça, c'est les haricots, les pois mange-tout et les engrais verts. Eux autres n'ont pas besoin de fertilisation. Nous autres aussi, pour les engrais verts, on utilise les pois et avoine. Donc, les pois, ils fixent l'azote et l'avoine aide pour que le pois grimpe. Fixateur d'azote,
Ceci veut dire qu'ils prennent l'azote qui est dans l'air et à travers leurs racines l'amènent dans le sol. Donc, au lieu de juste que l'azote tombe au sol puis se fait comme avec la pluie comme wash away, désolé, mais comme se fait comme c'est ça, wash away, je vais le laisser de même, mais qu'il ne soit pas là, ben, il reste dans la plante, puis quand on le déchiquette avec notre tondeuse, ben, ça reste dans le sol pour après ça donner les nutriments, comme les redonner aux plantes. Donc, c'est bon de faire des engrais verts aussi dans les rotations. À nouveau, c'est bon à le mettre à l'automne, parce qu'après ça aussi, ton engrais vert donne une protection pour ton sol. Nous autres, pour les plantes gourmandes, ici, c'est une préparation pour les plantes gourmandes. On va mettre du compost, de la farine à crabe et aussi du basalte. Donc, on va mettre ces trois-là. Quand ça vient aux plantes non gourmandes, on va juste mettre la farine de crabe avec basalte. Et pour les fixateurs d'azote, pas pour les engrais verts, mais plus pour les haricots puis les pois mange-tout, parfois pour les gâter, on va rajouter juste un peu de roche de basalte. Donc, c'est ça. Puis après ça, on le mélange. C'est toujours aussi bon si c'est transplanté. Ça peut être la même journée, mais pour les semis, c'est tout le temps mieux de fertiliser comme au moins 2 jours avant de mettre les graines. Juste parce que sinon, c'est trop pour les semences. Ils peuvent mal germer. Puis maintenant, une fois qu'on a fertilisé, on a préparé notre sol, on peut parler de pailler. Donc, le classique, c'est avec la paille, comme on peut voir ici, mais avec l'été passé qui était pas mal sec, c'est devenu plus rare la paille et aussi, elle est devenue plus chère. La paille, elle est premièrement ou la plupart utilisée pour les fraises ou aussi l'ail à l'automne. Ici, c'est une photo que c'est du chou frisé. Tu peux faire ça aussi, mais nous autres, on n'utilise pas. Sinon, c'est bon aussi dans les passerelles parce que ça peut comme ça garder moins de boîtes puis juste le rendre plus propre. Nous autres, on utilise plus le paillis en plastique. Il existe le noir, le blanc, il y a du rouge puis du vert. Nous autres, on est plus sur le noir puis le blanc. Le noir, on le met plus dehors parce qu'il ramène, il donne la chaleur aussi, tout le temps 1 à 2 degrés de plus chaud sous un paillis en plastique qu'un sol nu. Le blanc, on l'utilise plus dans la serre parce que là aussi, on ne veut pas trop de chaleur. Donc, ceci, c'est plus le blanc dans la serre, c'est plus pour garder les mauvaises herbes comme les tuer, puis garder ça sous contrôle. On utilise le blanc dehors aussi quand c'est l'été, puis on ne veut pas nécessairement trop de chaleur, mais à nouveau pour contrôler les mauvaises herbes. L'autre paillis aussi qu'on utilise, c'est, comment ça s'appelle en français? Le géotextile. Sinon, en anglais, c'est le landscape fabric. Et il est plus épais. Donc, entre les deux en plastique et le géotextile, la différence aussi, c'est que en plastique, il faut le jeter. Une fois qu'il est mis, puis on commence à l'enlever, ben, il se déchire facilement. Tandis que le géotextile, tu peux l'utiliser plusieurs années de suite. Tu peux soit pas mettre de trous, puis ceci, ça peut être bon pour après ça tuer les mauvaises herbes avant de commencer à semer. Donc, nous autres, on met ça sur nos planches pendant un minimum de 6 semaines. Ceci fait que les mauvaises herbes vont pousser parce qu'il y a la chaleur, mais parce qu'il n'y a pas de soleil qui se dirige dessus, ils deviennent faibles et ils meurent. Sinon, on l'utilise, comme vous voyez ici, on est en train de mettre des trous, mais il faut savoir ou se rendre compte qu'avec les trous, ça veut dire qu'il faut l'utiliser tout le temps pour la même chose, année après année. Parce que nos planches sont toutes 30 pouces par 100 pieds, c'est facile pour nous autres, après ça, à le déplacer puis le réutiliser. Mais juste, il faut être conscient de ça. Et c'est ça. Après ça, on continue plantules et semences. Donc, c'est ça. Donc, une fois qu'on est tout prêt, maintenant, on peut choisir est-ce qu'on veut transplanter ou est-ce qu'on veut des semis directs.
Nous autres, les semi-directs, on fait, c'est juste les pois, les haricots, carottes, radis. Pas mal ça, puis ravioles, mais on ne fait pas trop de ravioles. Donc, en réalité, c'est pas mal ça, nos semi-directs. Le reste, on va semer en queso et on va transplanter. Donc, c'est savoir qu'est-ce que tu veux faire. Si les plantes, c'est aussi de savoir quand les commencer. Une fois qu'on choisit, on peut aller. Puis, si jamais vous avez des questions, nous autres aussi, on vend des plantules au printemps et on est là pour aussi répondre à d'autres questions. Il n'y a pas de problème, puis gênez-vous pas. On va se voir ce printemps, c'est sûr, là. Donc, une fois qu'on a choisi qu'est-ce qu'on veut, il y a aussi un autre, c'est le campagnonnage. Et ceci pour le campagnonnage, c'est le fun à savoir parce que c'est comme les oignons et les carottes. Si tu les mets côte à côte, l'un l'autre éloigne l'insecte de l'autre. Si tu mets les tomates et le basilic ensemble, le basilic donne un goût aux tomates meilleur. Donc, c'est le fun à savoir ça. J'essaie de penser je sais que concombre, tu ne veux pas mettre après les tomates aussi. Donc, c'est le fun à savoir qu'est-ce qui bénéficie et comment les mettre. Juste pour vous laisser savoir, peut-être vous ne le savez pas, mais nous autres, on est dans la zone 5A. Ceci, ça veut dire que si vous regardez pour des légumes, puis ça pousse dans la zone 3, ce n'est pas idéal. Même si vous voulez l'essayer, vous pouvez. Je ne vous arrête pas, mais tu as des chances que ça ne va pas fonctionner ici dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Donc, cherchez, vous pouvez aller à 4B, c'est encore correct, mais sinon 5A et plus haut va plus pousser par ici parce qu'on est dans un climat quand même court et plus frais. Je parlais aussi de la rotation. C'est tout le temps une bonne pratique à faire. Comme ça, si tu mets tout le temps les mêmes légumes au même endroit, ils vont tout le temps prendre les mêmes nutriments. Donc, en faisant la rotation, les nutriments ne se font pas tout comme absorber puis tout prendre. C'est pour ça, comme j'ai mentionné, on a les gourmands et les non-gourmands. On fait la rotation qu'une année, on fait gourmand avec le compost et tout ça. L'année d'après, on mettrait les non-gourmands. Donc, il y a encore un résidu de compost qui va bénéficier comme les non-gourmands. Il y a aussi, si tu fais la rotation, ça peut toujours comme éloigner les insectes dans le sens qu'une année, les patates étaient là. Si tu le mets ailleurs, ben, ils vont chercher au premier endroit parce que c'est là où ils étaient habitués, c'est là où les œufs ont pondu. Puis maintenant, ils vont devoir retrouver. C'est sûr, quand tu fais sur petite échelle, ben, ils n'ont pas loin à chercher, mais au moins, ça peut aider comme ça. Un autre truc, si vous faites des aubergines, mettez des piments tout autour. Les piments aussi éloignent les bêtes à patates ou les insectes pour les aubergines. Je n'ai pas mentionné les bâches flottantes. C'est aussi un autre outil que nous, on met au printemps, à l'automne. Et aussi, il y a des différentes épaisseurs que pendant l'été, on en met un très mince qui aide comme pour les insectes aussi. Donc, les bâches flottantes, ça va rajouter un autre degré ou deux. Et je pense, il y a juste une dernière chose, c'est ça, la Perséphone. Et la Perséphone, ou en anglais Persephone, c'est la dernière journée ensoleillée à 10 heures dans la saison. Nous autres, ça donne, c'est tout le temps début novembre. Et ceci, c'est pour dire que quand vous allez planter pour l'automne, cette journée-là, vous voulez que vos plantes, ils sont à 70% de maturité. Ils ne vont pas plus pousser, c'est pas ça, mais c'est qu'ils vont plus pousser autant bien et autant vite que pendant l'été ou pendant qu'il y a les 10 heures et plus. Après ça, nous autres, on a mis de l'épinard, puis il est là tout l'hiver, puis au mois de mars, ben, là, il y a des feuilles, mais ça a pris vraiment tout l'hiver à se rendre à ça. Donc, c'est juste pour dire, si tu veux avoir des grosses feuilles, ça serait, comme on peut voir ici, il y a juste un exemple du tableau, genre le kale ou le chou frisé, ben, il faut le commencer 15 semaines avant la Perséphone. Puis ça, c'est en caisseau. Après ça, tu le transplantes. Si vous voulez, ici, il y a le site web de Johnny Seeds et vous pourriez trouver
ce tableau-là, il y a 3 sections, puis c'est juste, premier, c'est les plus idéales, les deuxièmes, moins, puis il y a une troisième que c'est les moins de succès, mais ils peuvent encore fonctionner. Et c'est pas mal ça. Je vais vous dire, moi, je dois aller plugger. Une seconde. Oui, une seconde. OK. Désolée, je manquais de batterie. Donc, c'est ça. Sur ce, j'espère que je vous ai donné de l'information et j'aimerais vous remercier. Mais nous autres, on a nos petits ravageurs qui reviennent à chaque année puis ils enjoy tous les produits du jardin. Vous pouvez nous trouver sur Facebook ou Instagram. Et si vous avez des questions, c'est comme ça que vous pouvez nous rejoindre ou continuer à suivre notre succès et nos histoires. Merci beaucoup pour avoir écouté ceci et encore une fois, j'espère que vous avez appris quelques trucs pour cet été et bon jardinage. Merci beaucoup. Un énorme merci, Eva, pour ton temps et ton engagement à partager tes connaissances avec les Néo-Brunswickois partout dans la province. Et merci à tous ceux qui visionnent présentement cette vidéo. On vous invite à consulter la description ci-dessous pour les liens vers les ressources qu'Aliments pour tous a à offrir. Rejoignez le groupe Facebook Le jardinage d'aliments au Nouveau-Brunswick. Consultez le reste de nos vidéos sur le jardinage alimentaire et abonnez-vous à la chaîne YouTube Aliments pour tous NB pour vous assurer de voir quand d'autres vidéos semblables à celui-ci vont être disponibles. Donc, merci encore. Bonne chance à tous dans vos aventures de jardinage. Puis à la prochaine. Merci, bye.